Ça commence à changer. Parce qu'ils se disent qu'un humoriste aussi, c'est celui-là qui fait passer un message. C'est pas seulement rire. Saison 2 de Dikoko était vraiment éprouvante. Je voyais plus l'humour comme de la passion, mais juste un moyen pour avoir de l'argent. Je voulais pas mettre sur les réseaux sociaux que j'étais enceinte. Je me sentais pas prête. Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Clint Télès, abonné de Père, de Fils et de Saint-Esprit et je suis votre animateur que vous allez finir par préférer. Aujourd'hui, je fais la passe à une humoriste. Oui, il y a aussi des femmes qui font très bien ce métier-là. Et pour quelqu'un qui avait le corps et l'esprit ancrés en géographie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, elle est tant à l'aise sur scène que sur les réseaux sociaux. Je reçois la plus drôle de tous les célibataires du monde mondial. Dédicace spéciale à Dashikan. J'ai nommé, mesdames et messieurs, roulement de tambour, rakataka, Epi. Bienvenue Epi, ça va? Ça va et chez toi? Ça va bien. Je suis content de te recevoir dans Laissons parler les gens. Moi aussi, depuis que j'attendais mon invitation. Alors, tu es dans Laissons parler les gens. Ici, nous, on parle des réseaux sociaux. Donc, avant de recevoir nos invités, notre équipe fait un tour sur les réseaux sociaux de ces invités-là. Mais je te lis le commentaire. Alors, le gars, il dit, Epi, virgule, moi, si j'avais l'argent, virgule, j'allais te mettre dans mon foyer, virgule, tu n'allais plus travailler. Tu allais faire du stand-up à la maison avant le repas. Pourquoi ce genre de commentaires-là, généralement, se trouve en bas des posts des femmes? Je vais dire, c'est plus le côté macho des hommes qui ressortent un peu. Quand je retrouve ce genre de commentaires sur mes pages, je préfère mettre ça dans la rigolade. Genre, je me dis juste que c'est de l'humour parce que nous sommes sur une page d'une comédienne, d'une humoriste. Donc, je ne prends pas ça personnellement en tant qu'épiphanie. Je pense en tant qu'épi et je préfère mettre ça dans la rigolade au second degré. Puis voilà. En fait, tu arrives à faire le détachement entre le personnage et toi, oui, en fait. Oui. Et ça des fois, moi-même, ça m'étonne. Des fois, ça m'étonne parce que je me dis, bon, généralement, j'ai l'habitude de prendre les trucs au premier degré. Mais le fait d'être humoriste et comédienne m'a permis d'avoir ce détachement-là. Donc, je sais que la page Epi, là, c'est pour Epi. Maintenant, il y a Epiphanie. S'il m'a dit ça, s'il a dit c'est Epiphanie, là. Là, ça devient une histoire. Ça a chauffé. Mais avant d'aller plus loin, toi, tu es venu au théâtre juste genre, comme si c'était un loisir. Tu étais sur le campus. Tu voulais t'occuper un peu, donc tu as commencé le théâtre. C'est bien ça. Comme tu l'as dit, ça a commencé en cité. Et au sein de la cité, il y a un comité universitaire d'action culturelle qu'on appelle le CUAC. Et le CUAC a comment je peux dire ça? Plusieurs disciplines, si je peux dire ça comme ça. Il y a le théâtre, il y a la danse, il y a le club de cuisine, le club de littérature, tout ça. Rap, tout ça. Donc, le mannequinat. Tout ça, là, il y en a là-bas. Donc, on dit quand tu intègres l'un des clubs là, genre, automatiquement, tu as une chambre. Oh non, faut pas dire ça. En vrai, moi, j'étais là-bas aussi pour les chambres. Ne voulais pas. Donc, moi et mon ami, on a dit, bon, on va intégrer, comme on appelle ça, l'un des clubs. Donc, moi, je voulais danser parce que moi, à la base, je danse bien depuis pas mal. Donc, moi, il a dit qu'il est parti dans le club de danse là. Elle me dit non, qu'elle veut faire théâtre. Donc, c'est elle qui réussit à me convaincre d'intégrer le club de théâtre. Donc, c'est comme ça qu'on s'en va. Et à la première répétition, on s'en va, on nous donne une mise en situation. On dit, on n'a qu'à jouer. Donc, on joue. Il faut que genre, les gars apprécient bien tout. Moi, mais je ne savais pas même qu'ils pouvaient jouer comme ça. Après, il y a eu des représentations sur le campus. On jouait, on faisait des pièces de théâtre et tout ça. Et l'amour du théâtre a commencé à naître. Et je me suis dit, mais bon, pourquoi ne pas essayer d'intégrer l'école de l'INSAC pour avoir plus, comme on appelle ça, plus de formation? Parce que c'est vrai, tu as un talent, mais il faut vraiment que, comme on appelle ça, faut que tu aies genre, une formation pour savoir, genre, quand tu fais telle chose, ça veut dire quoi? Quand tu joues telle chose, ça veut dire quoi? Le métier de comédien ou même d'humoriste n'est pas facile, en fait. Ah, c'est pas facile. Donc, moi, je veux savoir, en Côte d'Ivoire, c'est quoi être humoriste? C'est quoi l'envers du décor? Je pense que ça commence à changer.
Parce qu'ils se disent qu'un humoriste aussi, c'est celui-là qui fait passer un message. C'est pas seulement rire. Tu vas pas seulement dans les salles pour rire. Tu ris et puis tu repars avec un plus. Un humoriste peut se permettre de parler de politique. Il peut parler de sexe. Oui, oui. Okay. Oui, parce que généralement, on se dit que, il y a les tabous en humour. Moi, je me dis non. Du moment que tu te sens à l'aise avec un sujet et que tu sais comment aborder ce sujet pour faire rire ton public, il n'y a pas de tabou. Dans une interview, tu as dit que tu as commencé la scène. Quand je parle de scène, je parle de stand-up. Hein. Et puis après, tu as fui. Il a fui. Et puis tu as dit que non, tu t'en chercher l'argent. Oui. Est-ce que cela veut dire que les humoristes ne gagnent pas? Moi, je peux dire que c'est maintenant qu'il y a vraiment de l'argent dans l'humour. Okay. Avant, on se disait que même les parents, mais même nous-mêmes, quand on regardait les vieux pères à la télé, on se disait, bon, c'est juste faire rire, et puis voilà, c'est tout. On considérait même pas même le métier d'humoriste comme était un métier. On dit c'est juste un passe-temps. Donc, quand moi, j'ai commencé l'humour, j'ai été plus motivée par vous, et par toi, par Neji, Guizo, tout ça, qui m'ont dit, et puis va faire l'humour parce qu'il n'y a pas assez de femmes, et puis on sait que tu peux le faire. Mais là, il n'y avait pas la certitude qu'il y avait l'argent dedans. Okay. Alors que moi, il y avait besoin d'argent. Donc, je suis partie chercher l'argent. Je travaillais dans un restaurant. Et quand on dit que quand quelque chose t'est destiné, tu vas tourner, ça va venir te trouver là. Donc, j'ai tourné. Et puis, je suis venue soulever l'humour. Et puis, voilà. Mais du coup, c'est quoi ton rapport entre l'argent et l'art que tu pratiques? Grâce à l'humour, je peux dire que je suis indépendante. Grâce à l'humour, aujourd'hui, moi, j'arrive à m'en sortir financièrement parce que j'ai pas d'autre métier. Et je veux savoir, en quoi, toi, ton expérience d'humoriste diffère de la mienne? Le fait d'être une femme dans le métier du humour, c'est un plus. Ouais. C'est un plus pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de femmes humoristes. Donc, quand on organise un spectacle, je dis un truc comme ça, quand on organise un spectacle et qu'on a besoin d'une humoriste femme parmi, comment on appelle ça, 8 garçons, mais 9 garçons, je suis la seule fille, forcément, il y a déjà ma place. Forcément, il y a déjà ma place. Okay. Donc, c'est un plus. C'est un peu, mais ça ne veut pas dire que genre, comme ici, femme là, donc, forcément, non. Après aussi, il y a le travail. D'accord. Après, il y a le travail à côté. On voit ce qui est puis fait. On sait que si on invite, et puis à telle soirée, elle peut assurer. Donc, c'est ça. Donc là, tu as parlé c'est un plus, de l'aspect travail et des scènes de parking à l'université de Cocody, de tes petites scénettes, tu te retrouves au Dikoko et en plus dans la troupe du Dikoko. Comment tu arrives là-bas? En 2020, le Dikoko est ouvert et c'est comme ça que je commence à faire les open mic au Dikoko avec Clément. Et après, Clément décide d'organiser une soirée d'humour et il m'intègre dans, comment on appelle ça? La programmation. Voilà, dans la programmation avec Fou, oui, toi, Benji, Guizo, Zoku, Tchenzin. On était 7 ou 8 comme ça, 7, je pense bien. Et après la soirée, on a fait cette soirée-là sur 3 jours. Okay. C'est super bien passé. Moi, mais c'était ma première expérience, mais c'était bien, j'ai bien aimé. Quelques temps après, Clément nous fait savoir que voilà, finalement, on a décidé de créer une troupe du Dikoko et on va prendre 10 humoristes, c'est ça. Et parmi les humoristes, j'étais dedans. À partir de quel moment tu as commencé à te considérer comme une humoriste? À partir du moment où j'ai fait mon premier one-woman show. Mais ça, il y a longtemps avant, tu étais dans la troupe depuis tout ce temps. Donc, tu faisais quoi? Tu jouais 4 poteaux depuis tout ce temps-là? Donc, depuis tout ce temps, je me nourrissais des appréciations que les gens me faisaient. On se me dit, bon, si les gens apprécient, c'est que quelque part, il y a quelque chose, tu vois. Mais moi, personnellement... Est-ce que pour toi, pour être humoriste, forcément, il faut avoir un one-man show? Avoir un one-man show, c'est comme si c'était... chez un humoriste, c'est comme si genre, tu gagnais, comme on appelle ça, la canne. Okay. Donc, quand j'ai réussi à faire ça, quand j'ai réussi à réunir plus de 90 personnes pendant 3 jours, il dit, ouais, et puis, ouais, tu as fait pour ça. C'est ça que tu dois faire. Tu as ta place ici. Télé, et tu commences à participer à des festivals. On s'en va au Sénégal ensemble, tu t'en vas au Togo. Oui. Mais tu vraiment... À Paris. Tu vis de ça, en fait. Ouais. Tu vis de ça. Maintenant, on est d'accord que ça t'a créé une exposition parce que ton spectacle que tu fais sur 3 soirées est acheté par Canal. Donc, il passe à la télé. Donc, tout le monde te voit dans la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta manière de te comporter sur les réseaux sociaux? Je peux dire un peu plus de professionnalisme. Parce qu'avant, quand je faisais les vidéos avec toi, c'était juste pour le kiff, quoi.
On faisait les vidéos, j'aimais faire les vidéos, tout et tout ça. Donc, quand j'ai commencé à faire l'humour et que j'ai commencé à voyager, tout et tout, j'ai vu que je commençais à être professionnelle. Les gens ont commencé à me connaître. Mes abonnés ont commencé à augmenter. Les gens m'appelaient. On nous appelait pour faire les vidéos. On nous appelait aussi pour faire les placements de produits. Donc, ça, je peux dire que c'est le professionnalisme. Pourquoi tu as abandonné ta page? Je suis tombée enceinte. Tu es tombée enceinte? Oui. J'ai été limée, je ne sais pas. Tu marchais, mais tu es tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Ah ouais, quand même. Avant de tomber enceinte, c'est comme si j'avais atteint, juste ma part, c'est comme si je commençais à atteindre un certain pic, si je peux dire, arriver un peu au sommet. Je ne voulais pas mettre sur les réseaux sociaux que j'étais enceinte. Okay. Je ne me sentais pas prête parce que ça ne faisait pas partie de mes plans. Les gens m'ont dit, bon, ça ne faisait pas partie de tes plans, et puis tu faisais, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Ça ne faisait pas partie de mes plans, ce sont mes plans. En tout cas, je me suis posé beaucoup de questions. Mais ce que je savais, c'est que je ne voulais pas afficher cette grossesse-là. Je ne voulais pas me montrer avec mon ventre. Je ne voulais pas me montrer. En tout cas, je n'étais pas dans un bon mood. Okay. Je n'étais pas dans un bon mood dans la période-là. C'était oppressant. C'était beaucoup de stress. Parce que j'étais enceinte. Il y avait la 2e saison de Dikoko où on était obligé de... Où moi, j'étais plus là-bas. Où tu nous as abandonnés. Non, je ne vous ai pas abandonné. Ah, c'est bon. Donc, il y avait la 2e saison de Dikoko où les spectacles, on devait faire les spectacles chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Et chaque 2 semaines, on devait écrire un nouveau test. Donc, c'était oppressant, c'était stressant. Je n'étais pas dans un monde pour faire des vidéos, franchement. Petite question très rapidement. 2e saison de Dikoko. On devait écrire des sketchs chaque 2 semaines. En tout cas, moi, je ne pouvais pas, j'ai craqué. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait tenir? C'est l'argent. Mais enfin, moi, je gagnais beaucoup, mais j'ai craqué, j'ai dit, vas-y, c'est bon. Quoi. Non, c'est l'argent. Pourquoi j'ai dit c'est l'argent? Je me retrouve enceinte. Okay. J'ai un travail qui me, comment on appelle ça, qui me donne de l'argent. Donc, de laisser travail là, parce que c'est en train de craquer. Il a attrapé mon gars, il a fait. Je suis une femme africaine. On dit les femmes africaines, c'est comme ça. Ah ouais. Ah, oui. Donc, j'ai attrapé mon cœur, j'ai fait. Mais arrivé un moment, j'avoue que quand tu es parti, je me suis déconnectée. Genre, à un moment, je me suis dit, bon, toi, tu te sens plus dans le truc. Tu es parti. Moi, qu'est-ce qui me garde là alors que je me sens plus aussi dans le truc? C'est l'argent. C'est ça. C'est ça, c'est l'argent. Donc, mais la 2e saison, c'était... C'est catastrophique. Ouais. Mais je t'ai ramené sur les réseaux sociaux. Tu as parlé de ta grossesse, mais tu ne voulais pas afficher ta grossesse sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Je ne mets pas tout. Si tu me vois poster, c'est que ce sont des vidéos, sont comiques, ou bien j'ai posté une vidéo, j'ai fait la vidéo et puis j'ai posté. Okay. Je ne poste pas tout. Il n'y a pas ta vie privée là-bas? Bon, sur TikTok, quand vous allez partir sur TikTok, vous allez voir quelques vidéos de ma fille, mais je ne montre pas son visage. De tous les réseaux sociaux, donc je sais que tu as Facebook, TikTok, Instagram, mais des 3 réseaux sociaux, là, lequel te fait peur? Facebook. Pourquoi? Généralement, c'est là-bas. Généralement, c'est là-bas, les gens flamment les gens. Donc, tu as vraiment peur de Facebook. Il y a peur. À cause que poster quelque chose là-bas, il réfléchit là. Mais est-ce que tu vois, par exemple, là, tu parles de poster, réfléchir. Est-ce que ça impacte ta création? Ton style d'écriture en humour. Je sais que ça impacte tes vidéos parce que tu dis tu fais attention à ce que tu postes. Mais est-ce que ça a un impact aussi sur ce que tu fais en humour? Non. Parce que moi, je dis que ce que je poste sur Facebook n'a rien à voir avec ce que je fais en humour. Sur scène, je parle de ma vie de célibataire. Mais sur Facebook, je n'en parle pas. Il y a quelque temps que j'ai commencé à faire des vidéos sur le célibataire, tout ça, dit que je suis présidente des célibataires. Mais quand on va me voir sur scène, on voit une autre personne, et puis célibataire. Donc, c'est maintenant que j'essaie de créer ce rapport-là, humour, vidéo, Facebook. Je veux vraiment une réponse sincère. Il faut parler. Je vois ça dans tes yeux. Je vois la réponse dans tes yeux. Oui, il faut poser la question. C'est toujours célibataire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis présidente des célibataires. C'est tout.
C'est tout ce que j'ai dit. Non, mais un célibataire, c'est quoi? Non, comme toi. Elle n'est pas dans le concept du président des jeunes, mais qui est vieux. Non. Ok. On n'est pas dans ce concept. Non, Un vas-y, célibataire, c'est quoi? vas-y. Un célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Ok. Je ne suis pas mariée, donc je suis célibataire. D'accord. C'est tout. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est une manière pour toi de convertir tes abonnés? Est-ce que c'est une manière de pouvoir les ramener sur scène parce Oui. qu'après, tu as besoin de public dans la Oui, salle? oui, c'est une stratégie aussi. Parce qu'on a l'habitude de dire que genre, les abonnés viennent pas en salle. C'est pas l'habitude, moi je le dis ça tout le temps. Vous venez pas en salle. Et puis... Non, mais à 200 000 abonnés, mais à 5 personnes dans ma salle. Avant mon spectacle, je pensais ça aussi. Avant mon one man show, je pensais ça. Je me disais que genre, les abonnés ne viennent pas en salle. Mais comment j'ai réussi à remplir 3 salles et 3, comment on appelle ça? Comment j'ai réussi à remplir une salle 3 fois. 3 fois. Forcément, il y a quelques abonnés dedans. Forcément, même si c'est 10, pour moi, 10, c'est beaucoup. D'accord. Donc, voilà. Mais je sais qu'on parlait, on parle beaucoup, hein. On parlait, et puis un jour, tu as dit que tu n'as plus envie de faire tout ça là. C'était dû à quoi? Comme je l'ai dit, la saison 2 de Dikoko était vraiment éprouvante. Et je pense que quand on a fini la deuxième saison, l'envie n'y était plus. Ok. Comme je disais, à un moment, il y avait cette pression. Je me sentais oppressée. Et quand tu te sens oppressée, quand tu fais un truc que tu te sens oppressée, forcément, s'il y a de l'amour là s'en va. Ok. C'est comme quand tu es avec quelqu'un. Non, pas moi. Ah, ok. Quand tu es avec quelqu'un et cette personne-là te maltraite tous les jours jusqu'à un moment donné, l'amour là va partir. D'un moment, c'est comme ça que j'ai commencé à ressentir le truc. Je voyais plus l'humour comme, comment on appelle ça, comme de la passion, mais juste un moyen pour avoir de l'argent. Quand c'est parti, et qu'on a arrêté, comme on a arrêté le Dikoko, fermé le Dikoko, tout et tout ça, je dis bon, ok, maintenant qu'on a fermé le Dikoko, il n'y a plus envie de faire l'humour. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus l'argent. Quand on était dans la 3e saison du Dikoko, je me suis dit à moi-même, si on finissait la 3e saison, j'allais arrêter. Ok. J'allais arrêter. Parce que la saison 3 était vraiment... La saison 2, c'était par rapport à la c'était le grossesse. début. Voilà. Mais la saison 3, il n'y avait plus ça. Je partais aux répétitions, je n'étais pas là, j'étais déconnectée. Mais j'avais un contrat que j'avais rempli, donc il fallait que j'aille jusqu'au bout. Moi, à mon temps, quand je sentais plus le truc, j'avais l'impression que les gens ne me comprenaient pas, tu vois. Il y a même ma maman qui ne comprenait pas, qui me demandait d'aller demander pardon. En fait, elle n'arrivait pas à comprendre que j'avais plus envie d'être là, en fait, parce que je kiffais plus ce que j'avais choisi de faire. Parce que déjà au départ, les motivations que j'avais, pourquoi je faisais de la scène, tout et tout, j'avais perdu toutes ces motivations. Je ne savais même pas pourquoi je faisais, en fait. Est-ce que toi, tu as eu ce moment-là où il y a eu des gens qui t'ont dit, mais c'est pas une bonne idée de vouloir. Par exemple, quand tu parles à Neji, qui est un bon ami, est-ce qu'il te dit effectivement, est-ce qu'il essaie de te remotiver? Comment ça se passe? Parce que là, tu remontes sur scène maintenant. Oui, Comment ça se passe? Toi, quand tu as arrêté, on n'était pas dans ta situation. Donc, forcément, quand tu n'es pas dans une situation, comprendre, c'est vraiment difficile. C'est vrai qu'on va t'expliquer, c'est vrai que la personne va t'expliquer son ressenti. Mais tant que tu ne te retrouves pas dans la situation, tu ne comprends pas. C'est quoi la motivation qui ressort? Tu remontes sur scène, pourquoi? Je remonte sur scène parce que je ressens la joie. Je ressens la joie quand on fait rire les gens. Mais quand j'ai fait mon spectacle pendant les 3 jours, il y avait ce bonheur-là que je n'arrivais pas à expliquer. Il y avait ce plaisir que je n'arrivais pas à expliquer. Chaque soir, je montais, chaque soir, j'étais contente. Et chaque soir, j'avais cette énergie-là de faire rire les gens. Donc, c'est ça. C'est le fait d'avoir découvert que j'étais heureuse de monter sur scène. J'arrivais à rendre les gens heureux. J'arrivais à faire rire les gens. On a reçu Léandre ici, Léandre Ogou, qui disait que lui... La scène, c'est pas son truc. Lui, c'est les vidéos, le cinéma, tout et tout. Parce que lui, il sait que il y a des gens qui payent des tickets pour venir en salle pour se moquer. Du coup, toi, qu'est-ce que tu penses du public ivoirien? Je trouve que le public ivoirien est hyper dur. Oui, vous êtes dur. Hein. Sérieux, vous êtes dur. Vous êtes dur pourquoi? Parce que moi, je suis partie à Paris. Et oui. Excusez-nous. Oui, désolé. Oui, Le public ivoirien est dur.
De un, on n'a pas assez de comédie club ici. On a 2, non? Ouais. Deux. Bon, il y a un. 2, hein. Et il y a maintenant là que- Palm Club. Et moi, j'ai ouvert mon comédie club dans pas longtemps, là, à donc, découvrir le comédie club. Voilà. Donc, on n'a pas assez de comédie club ici. Et quand on joue dans un comédie club, par exemple, si tu as joué au Dikoko aujourd'hui, que quelques personnes t'ont vu, que tu vas jouer genre au Gondwana, que quelques personnes t'ont vu, c'est difficile de prendre encore ce même test pour aller jouer quelque part d'autre. Parce que les gens vont commencer à dire, ah, même test, c'est ça, tu joues encore toujours. Moi, je suis partie en France, hein, les gens tournaient avec le même test dans plus de 10 comédie clubs. Ok. En France, il y a beaucoup de comédie clubs comme en Côte d'Ivoire ici. Mais le public n'est pas... Il n'y a pas dit que le public n'est pas si exigeant. Nous, on est exigeants. On est exigeants et puis on ne va pas regarder le spectacle encore. Le public ivoirien, ils sont durs avec nous qu'avec les étrangers. Parce que moi, j'ai vu les humoristes étrangers défiler, comme on appelle ça, au Dikoko. Et avec les étrangers, ils sont un peu plus doux. Genre que ça va pas. Mais ils sont faux aussi, ils sont vrais. Si ça fait pas rire, faut pas t'entendre à des rires. Ok. Si tu as joué un test une fois, 2 fois, que ça fait pas rire, il faut changer. Alors, du coup, tu connais le public ivoirien, tu connais le public français, tu l'as dit, etc. Tu connais le public sénégalais, tu connais le public togolais. De tous ces Congolais publics. aussi. Congolais. Béninois. Béninois aussi, oui. Ok. De tous ces publics, lequel des publics est le plus cool? Béninois. Oui. Bénin. Non, mais moi, il y a match entre les Congolais et les Béninois. Mais Non, c'est que les Ivoiriens n'auraient quitté là. On se connaît ici. Non, mais moi, le public que moi j'ai plus kiffé. Non, mais après, ce sont les frères. Mais non, normalement, il devait dire Ivoirien. Parce que c'est la base d'abord. Mais comme c'est... T'as peur, oui. Non, il n'y a pas fait. Mais comme c'est déjà la famille, on a déjà les Ivoiriens. Donc, on va à la conquête d'autres publics, quoi. Mais Bénin, j'ai aimé. Alors, bon, là, on est vraiment sur la fin. Est-ce qu'il y a un préjugé sur toi que tu aimerais rétablir là en même temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens ont une idée arrêtée de toi? On dit que si t'as go. Bah, vas-y. Vas-y. On dit que si t'as go. Mais on fait les sketchs. Dans sketch, on dit que déjà, tu dis que si ta soeur, mais les gens pensent que si t'as go. Je ne suis pas la go de Clétélès. Clétélès, c'est mon frère. Alors, déjà, moi, je ne travaille pas avec mes go. Voilà. Donc, si c'est ma go, elle ne va pas travailler avec moi. Voilà. Est-ce qu'il y avait une question que tu as préparée avec la réponse que depuis je ne t'ai pas posée? Tu te maries quand? Non, tu m'as posé la question. Tu te maries quand? Bientôt. Ah, mais tu es célibataire, non? Oui, hi. Donc, les célibataires ne se marient pas. Dans mon pays, là, chaque jour, les gens se marient, j'accepte. Donc, je dois dire, non, hein, il faut qu'on soit clair. Chers célibataires, les célibataires, ce sont les célibataires de mon pays qui est la célibataire. Chers célibataires, c'est vrai que je suis présidente de la célibataire aujourd'hui et présidente des célibataires. Mais un jour, je vais me marier. Je n'ai pas dit non au mariage. Je n'ai pas fait aussi vœu de ne pas me marier. Non. Donc, un jour, il va falloir qu'on ferme ce pays-là, mais on va trouver une autre présidente. Donc, commencez à y réfléchir. Je vais me marier bientôt. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais rien ajouter à cela. Merci beaucoup d'avoir suivi Laissons parler les gens. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Merci. Bisous. Merci beaucoup. Il faut m'inviter demain encore. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur Epi, la plus grande de tous les humoristes de Côte d'Ivoire. Un grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens, Audrey à la production, Willem pour nos réseaux sociaux. Nous n'oublions pas aussi mes gars sur d'Abidjan Podcast Studio. C'est mes gars sur. Abonnez-vous à Laissons parler les gens sur YouTube, LPLG-8 podcast, Facebook, Instagram, TikTok. La communauté s'agrandit et ça nous fait vraiment plaisir. On a un cadeau pour vous et vous aurez le cadeau très bientôt. Un grand merci à moi-même, Clinteles, parce que je dis merci aux gens, je ne me dis pas merci à moi-même. Il faut savoir aussi que Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une séance de décryptage avec Clinteles, la boboulet le plus intellectuel. Et ça, c'est prétentieux. Le Noussi, le plus intellectuel, ça, c'est équilibré. Mais il faut t'abonner quand même. Abonnez-vous. Tout, je vous dis de vous abonner, non? Un jour, on s'est frappé. Si tu t'abonnes pas, on s'est frappé.
Il n'y a pas à faire de gentillesse. Je vais vous montrer mon vrai comportement. Abonnez-vous.